Lorsque par une journée d'averse, la pluie s'abat sur la terre puis s'estompe peu à peu, en observant le ciel alors que le soleil se montre à nouveau, il est, dans des conditions particulières, possible de voir un florilège de couleurs qui sublime le paysage au-dessus de l'horizon. Ce phénomène céleste qui apparaît devant vos yeux a depuis toujours émerveillé les hommes, qui lui ont attribué un nom aussi simple que poétique, l'arc-en-ciel, surnommé également l'arc céleste, l'arc des cieux, ou bien encore l'arc d'Iris. L'arc-en-ciel, dans un moment éphémère, nous permet de ne plus penser et de simplement contempler la beauté de la nature qui s'étale devant nos yeux. Symbole de joie et de renouveau, il est souvent associé à l'arrivée du beau temps en Occident. Semblable à un coup de pinceau dans le ciel, ce phénomène a inspiré des mythes et légendes dans le monde à travers l'histoire. De l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, on dénombrait de 3 à 5 couleurs dans l'arc-en-ciel. Beaucoup de civilisations ont vu dans l'arc-en-ciel une ressemblance avec un pont ou un chemin, qui était emprunté par des dieux, des sorciers ou bien des héros légendaires. Ce chemin situé entre ciel et terre aurait permis de relier le monde des vivants à un autre monde céleste, ou bien de relier 2 points éloignés sur terre. Dans l'ancienne civilisation japonaise, l'arc-en-ciel était associé à un pont flottant dans le ciel. Dans la mythologie grecque, c'était une voie qui permettait de relier le monde des humains au royaume des dieux, l'Olympe. L'arc-en-ciel était la manifestation de la déesse Iris, la messagère des dieux, d'où le nom Arctiris. En Mésopotamie, l'arc-en-ciel est une déesse, surnommée Mansa. Comme chez les Grecs, ce n'est pas seulement un phénomène mais une présence divine dans le ciel, qui permet de relier 2 mondes. Dans la mythologie nordique, l'arc-en-ciel est appelé Bifrost. C'est un pont flamboyant qui brûle comme le feu, reliant Midgard, le monde des humains, à Asgard, le monde des dieux. Le pont brûlerait pour empêcher les géants de l'emprunter. La prophétie du Ragnarok, soit la fin du monde nordique, raconte que des armées ennemies tenteront de franchir le pont pour atteindre Asgard, et que celui-ci se brisera. Le monde ne sera alors plus protégé. Dans d'autres mythes, l'arc-en-ciel n'est pas vu comme un pont céleste mais un serpent mythique. Dans la mythologie chinoise, il est vu comme un dragon ou un serpent céleste. Mais le mythe chinois le plus célèbre est sans doute celui de Nuwa. Lorsque le ciel se fend, la déesse créatrice Nuwa répare le ciel en faisant fondre des pierres de 5 couleurs, permettant de sceller la fente et laissant une cicatrice colorée. D'autres traditions décrivent l'arc-en-ciel comme un serpent géant qui brille en prenant un bain céleste. Parfois, l'arc-en-ciel est aussi associé à un danger venu du ciel. La compréhension du phénomène physique s'est étendue sur plusieurs siècles, et les premières descriptions scientifiques remontent à l'Antiquité. Aristote décrit l'arc-en-ciel comme un phénomène qui dépend de l'observateur, ayant besoin du soleil et de gouttelettes d'eau pour exister. Il a aussi remarqué que plus le soleil est bas, plus l'arc apparaît haut dans le ciel et inversement. Avec l'étude de la réfraction au fil des siècles, la jeunesse des arcs-en-ciel était de mieux en mieux comprise. Isaac Newton démontra par la suite que la lumière blanche contenait toutes les couleurs visibles, et en entrant dans une goutte qui agit comme un prisme, la lumière se décompose pour donner un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est le plus fréquent des photométéores, c'est-à-dire un phénomène optique qui se produit dans l'atmosphère, un peu comme une sculpture de lumière du ciel. Pour observer un arc-en-ciel, il faut d'abord réunir 3 conditions. Un observateur, des gouttelettes en suspension devant lui et le soleil derrière lui. Au début, le rayon du soleil entre dans la goutte d'eau, qui agit comme un prisme et un miroir. De ce fait, la lumière se sépare en couleurs, mais étant donné que la lumière va moins vite dans l'eau, chaque couleur ralentit différemment. Le violet ralentit beaucoup et se courbe plus.
tandis que le rouge ralentit moins. Chaque couleur ralentit donc différemment, tout en changeant de direction. C'est la réfraction. La lumière atteint ensuite l'arrière de la goutte qui agit comme un miroir et fait rebondir la lumière pour la faire ressortir, ce qui produit une seconde réfraction où les couleurs se séparent encore davantage. Chaque goutte renvoie la lumière à un angle précis. Le rouge se manifeste à un angle de 42 degrés en formant un cercle tandis que le violet apparaît à 40 degrés en formant également un cercle. Ces angles sont mesurés par rapport à la ligne entre le soleil et l'observateur. L'arc-en-ciel devrait normalement former un cercle, mais le sol coupe le cercle, ce qui fait qu'on ne voit qu'un arc. Depuis un avion, on peut voir le cercle entier. Dès lors, chaque goutte parmi les millions de gouttelettes flottantes renvoie une seule couleur, et toutes les gouttes permettent de créer un spectre de couleurs dans le ciel. L'arc-en-ciel serait davantage un cône de lumière, où l'observateur se situerait au sommet de ce cône. Parfois, il peut y avoir un deuxième arc au-dessus du premier, plus sombre, causé par un rayon qui rebondit 2 fois dans la goutte. La deuxième réflexion affaiblit la lumière, inverse l'ordre des couleurs et change l'angle de sortie, ce qui donne un arc plus large, avec des couleurs inversées et plus pâles. Une bande sombre apparaît aussi entre les deux arcs, car il existe une zone où les gouttes ne renvoient aucune lumière vers l'observateur. Très rarement, on retrouve des quadruples arc-en-ciel simultanés et non alignés, dû à la réflexion d'un double arc-en-ciel sur une grande étendue d'eau, créant un reflet de celui-ci dans le ciel. On peut aussi voir plus fréquemment des arcs-en-ciel où les couleurs se démultiplient, appelés l'arc surnuméraire. Il se produit souvent lorsque les gouttelettes sont de petite taille et homogènes. Il peut aussi exister des formes exotiques de l'arc-en-ciel. Il peut prendre un aspect blanc et est parfois appelé l'arc-en-ciel fantôme. Il se forme de la même manière que l'arc-en-ciel, sauf que les gouttelettes d'eau sont 10 à 200 fois plus petites que les gouttelettes de l'arc-en-ciel coloré. On en retrouve surtout lors du brouillard et de la brume. Les gouttelettes ne parviennent pas à séparer les couleurs. L'arc-en-ciel blanc apparaît alors avec un aspect fantomatique. L'arc-en-ciel peut se manifester grâce aux rayons du soleil, mais aussi grâce à la lumière du soleil réfléchie par la lune. C'est l'arc-en-ciel lunaire, beaucoup plus rare que l'arc-en-ciel solaire étant donné qu'il est difficile à voir. Au coucher et plus rarement au lever du soleil, un arc-en-ciel à la teinte rose et à l'aspect magique peut voir le jour. Il se produit lorsque le soleil est assez bas à l'horizon, pour permettre aux gouttelettes d'eau de ne réfracter que le rouge et le rose, tandis que les autres couleurs disparaissent. L'arc-en-ciel, dans un moment éphémère, apparaît silencieusement dans le ciel et rend compte de l'harmonie de la nature. Peut-être que, en observant cette beauté féerique, sans penser, quelque chose résonne en vous et fait écho à ce phénomène onirique, digne d'un rêve. Le trésor qui se situerait au pied de l'arc-en-ciel selon la légende restera à jamais inatteignable. Mais peut-être que le réel trésor ne serait pas le trésor matériel au pied, mais bien ce qui se dresse devant vous, l'arc-en-ciel qui est le réel trésor. Lorsque vous observez un arc-en-ciel, vous participez à sa présence dans le ciel. Il dépend de vous pour se manifester, et vous pouvez choisir de contempler cette beauté enchanteresse avant qu'elle ne disparaisse dans une profonde évanescence.